Bonsoir, mesdames, messieurs. L'ancien attaché commercial britannique à Montréal, M. James Richard Cross, est maintenant de retour à Londres depuis samedi dernier. Depuis que M. Cross a recouvré sa liberté, il n'a à peu près fait aucune déclaration d'importance, si ce n'est juste avant de prendre le départ samedi dernier à Dorval. Il a rencontré quelques journalistes et puis aussi au cours d'une conversation enregistrée sur ruban magnétoscopique, conversation qu'il a eue la journée de sa libération avec le ministre de la Justice, M. Jérôme Choquette, conversation que vous avez vue à la télévision. Depuis, M. Cross a passé la fin de semaine à Dorneywood, qui est la résidence de campagne de Sir Alec Douglas Hume, qui est le secrétaire au Foreign Office. Entre-temps, il a rencontré M. Douglas Hume, question de parler des événements récents, question de parler également de son avenir. Et cet après-midi, à 3 heures, heure de Londres, il rencontrait les journalistes de la presse internationale à Lancaster House. Et 64 jours après son enlèvement, M. Cross parlait pour la première fois. Voici les images de cette conférence de presse retransmise par satellite. L'interprétation sera faite par M. Fernand Cordier. Je crois qu'il serait peut-être utile que je commence à la matinée du lundi 5 octobre. Je m'habillais dans ma salle de bain lorsque j'ai entendu sonner à la porte en bas, puis on a sonné une deuxième fois quelques minutes plus tard et j'ai entendu des voix. Je ne m'en suis pas tellement intéressé parce que j'ai pensé que la bonne répondait à la porte et ensuite un homme est arrivé dans la chambre à coucher, a dirigé un pistolet vers moi et m'a dit de m'allonger sur le plancher. Il m'a fait me tourner la face vers le plancher. Il a appelé en bas un de ses amis et un deuxième homme est arrivé armé d'une mitraillette et il avait devant lui, il faisait avancer devant lui la bonne qui portait son enfant. Le premier homme a gardé la bonne et l'enfant et ma femme dans la chambre à coucher. J'ajouterai que notre chien a sauté du lit et l'homme m'a dit à ma femme de retenir le chien, autrement il le tuerait. Ensuite, le deuxième homme m'a fait entrer dans le cabinet de toilette, m'a habillé, m'a permis de dire au revoir à ma femme et il m'a fait descendre au rez-de-chaussée où il y avait un troisième homme aussi armé d'une mitraillette. Ils ont jeté sur mes épaules un manteau de pluie, m'ont fait sortir, descendre les marches jusqu'à une automobile qui portait un panneau taxi sur le toit et il y avait un quatrième homme au volant de la voiture. On m'a poussé dans la voiture, dans le puits entre les deux sièges à l'arrière et on m'a couvert d'une couverture. Nous avons roulé à peu près pendant 5 minutes et nous nous sommes arrêtés dans un garage ou un bâtiment, je ne sais quoi. On m'a fait sortir de la voiture, on m'a dit de garder les yeux fermés et on a mis sur ma tête un masque à gaz. On avait passé de la peinture sur les œillères du masque à gaz. Ensuite, nous sommes remontés dans une voiture pour rouler à peu près pendant 20 minutes. On m'a fait sortir de la voiture dans le garage, on m'a fait monter l'escalier, on m'a fait entrer dans une chambre où j'ai passé les 60 jours qui ont suivi. On m'a enlevé le masque à gaz et on m'a fait porter un masque ordinaire en étoffe avec une place pour respirer à la bouche. On m'a fait passer les menottes en avant et on m'a fait m'allonger sur le lit ou plutôt sur un matelas au milieu de la chambre. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient fait cela et ils m'ont dit « Attendez, on verra bien ». Plus tard, ils m'ont lu le premier manifeste du FLQ et leur communiqué. Et physiquement, j'ai passé les quelques jours qui ont suivi allongé sur ce matelas, sauf les quelques fois où on me permettait d'aller à la salle de bain. Après quelques jours, ils m'ont permis pendant une partie du temps dans la journée de rester assis sur une chaise, à une table, dans le coin de la chambre, face au coin. Et il me permettait à l'occasion de regarder la télévision le soir, il me permettait de tourner ma chaise pour que je voie le poste de télévision dans l'autre coin. À ce moment-là, j'avais toujours les menottes. Après environ 2 semaines, on m'a permis d'enlever les menottes entièrement et on a mis ma chaise dans l'autre partie de la chambre, devant le poste de télévision et j'ai passé presque toute la journée à partir de ce moment-là devant la télévision, mais sans menottes, sauf quand on me permettait d'aller à la salle de bain ou d'aller me laver, dans quel cas j'étais toujours accompagné d'un garde armé.
Cette période se divise en gros en deux parties. Premièrement, les 2 semaines jusqu'à la mort de Laporte. Là, pendant cette période, il y avait une activité intense. On regardait constamment la télévision, on écoutait la radio, on écoutait les nouvelles des activités, on rédigeait des communiqués et un état de forte tension et de surexcitation. Vous vous rappellerez que le premier samedi, le soir, M. Choquette, ministre de la Justice du Québec, a annoncé le rejet des conditions du FLQ. Je leur ai alors demandé ce qu'ils allaient faire de moi. Ils m'ont dit qu'ils me garderaient quelques jours afin de se moquer de la police et qu'ensuite ils me laisseraient partir. Dans les quelques minutes qui ont suivi, nous avons entendu à la radio dire que M. Laporte avait été enlevé. Et cela m'a paru être pour eux une surprise complète. Nous avons ensuite eu la deuxième série de négociations pendant toute la deuxième semaine, les différents communiqués, les lettres de moi. Et cela a conduit au vendredi soir, au moment où les exigences ont été rejetées. Le samedi a été une journée tranquille jusqu'à la fin de la soirée. Lorsque nous regardions la télévision, nous avons reçu cette nouvelle. D'abord qu'un cadavre avait été trouvé dans le coffre d'une voiture à l'aéroport de Saint-Hubert. Puis le corps a été identifié comme étant celui de M. Laporte. Et plus tard, que mon corps avait été trouvé à Rawdon, au nord de Montréal. Cela, je crois, j'en suis sûr, ça a été vraiment la nuit la plus terrible de ma vie. Écouter la nouvelle de ma mort à la télévision et craignant que ma femme l'entende à la télévision, à la radio, à la maison. Le lendemain suivant, ils m'ont dit qu'ils me garderaient prisonnier. Ils ont été bien communiqués, disant que je serais retenu prisonnier pendant que les prisonniers membres du FLQ étaient détenus par le gouvernement. Ensuite, nous avons eu une longue période d'attente. C'était quoi, 45 jours? Interrompu seulement par une lettre occasionnelle. J'ai écrit, je crois, en tout 3 lettres à ma femme, mais ils n'en ont mis à la poste qu'une seule. De toute évidence, ils me laissaient écrire ces lettres afin que je me taise. On a émis un communiqué et quelques photos ont été envoyées à l'extérieur. Autrement, nous avons passé des jours calmes, tranquilles, chaque jour étant semblable au précédent. En fait, je trouvais très difficile de me rappeler quel jour on était. Une semaine, j'avais perdu un jour. Je me suis pas rendu compte, j'avais pensé que c'était jeudi et en fait, c'était déjà vendredi. Ensuite, nous arrivons au mercredi de la semaine dernière. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans le groupe. Ça semblait être tranquille dans l'après-midi, mais je n'y avais pas fait très attention, car certains sortaient de temps à autre. Vers 10 heures du soir, ils m'ont mis les menottes. Cela m'a surpris, car je n'avais pas eu les menottes pendant plusieurs semaines. Je leur ai demandé ce qui n'allait pas. Et ils m'ont dit que la police savait maintenant où j'étais. Vers 2 heures du matin, alors que j'étais allongé sur le matelas, je ne dormais pas, on a coupé l'électricité. Ils savaient alors que la police avait cerné la maison. On m'a emmené dans le corridor et on m'a fait m'asseoir par terre et on m'a mis les menottes aux mains accrochées à la poignée de la porte et j'ai passé les 5 heures suivantes comme cela, dans une position très inconfortable. J'ai été enlevé de cette position et toujours avec les menottes lorsque l'aube est venue. Et plus tard, Maître Murgler, l'avocat, négociateur entre eux et le gouvernement, est venu dans la maison, m'a parlé et m'a identifié. Ensuite, nous avons eu 2 ou 3 visites de lui, pendant que les conditions de la libération et les conditions de l'échange à Terre des Hommes étaient en train d'être négociées. Ils craignaient que s'ils sortaient de la maison, même avec moi, ils seraient descendus par la police. Et ils ont insisté pour que Maître Murgler les accompagne. Et enfin, je suppose que c'était vers 2 heures moins le quart, nous sommes tous montés dans l'automobile. Carbonneau était au volant, Séguin à côté de lui, Maître Murgler
devant, sur la banquette de devant. Sur la banquette arrière, il y avait des bagages, y compris un poste de télévision. Je suppose qu'ils allaient l'emporter à Cuba. Moi, j'étais au milieu et Jacques Langto était à ma droite. Et nous avons reculé pour sortir dans la rue, car Bono était tellement surexcité qu'il a raclé le mur avec le côté de la voiture, qu'il a dû rentrer de nouveau dans le garage, puis ressortir. Et voilà, nous étions alors dehors, au soleil que je voyais pour la première fois depuis 60 jours. Nous avons eu ensuite une course absolument effrénée, terrifiante dans les rues de Montréal, entourées de la police. Les rues étaient bordées de troupes, de policiers, et j'avais vraiment peur que nous ayons un accident parce que, d'ailleurs, la portière arrière de la voiture n'était pas très solidement fermée et Langto la tenait, et moi je tenais Langto parce que je craignais que si nous avions un accident et s'il y avait de la dynamite dans la voiture, nous allions tous sauter. Finalement, je suis arrivé à Terre des Hommes et j'ai rencontré, j'ai trouvé les représentants de Cuba à la chicane, et Belash, notre représentant de l'information du gouvernement britannique, était là, et je suis allé jusqu'à une salle à l'autre extrémité de ce bâtiment, et je n'ai pas revu ensuite mes ravisseurs. J'ai pu alors téléphoner à ma femme, téléphoner à ma fille. J'ai reçu différents appels téléphoniques. J'y suis resté jusqu'à peu près 2 heures du matin, heure à laquelle mes ravisseurs étaient arrivés à Cuba et on m'a permis de partir et d'aller à l'hôpital général juif de Montréal. Je dois dire, et j'ai dit antérieurement, que le groupe de ravisseurs qui m'ont enlevé consistait en 4 hommes. Il y avait aussi 2 femmes, je crois, dans le groupe, dont l'une a quitté le groupe il y a quelque temps. À la fin, donc, il y avait 4 hommes et une femme. Mais je ne peux pas en être certain, je n'ai eu connaissance que des gens qui sont venus dans la chambre où je me trouvais. Il y avait 3 autres pièces dans la maison, il se peut qu'il y ait eu d'autres gens dans ces pièces. Ainsi, voilà fondamentalement le récit. Il y avait des périodes de surexcitation, de tension très forte et des périodes longues où rien ne semblait se passer et où il devenait très difficile de continuer. Finalement, je voudrais adresser mes remerciements à beaucoup de gens qui ont concouru à atteindre ce résultat de ma présence ici aujourd'hui. Je crois qu'il y a en gros 3 groupes à remercier. Premièrement, les gouvernements, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, qui ont mené les négociations, qui ont bien voulu, en un sens, je suppose, enfreindre la loi et laisser partir les ravisseurs, mais enfin qui ont organisé des négociations qui ont rendu possible l'échange et ma libération. Je voudrais remercier le gouvernement de Cuba d'avoir accepté ces gens-là, car autrement, il n'y aurait eu aucun espoir que j'en sorte. Et enfin et avant tout, je voudrais remercier les différentes forces de police de Montréal qui ont suivi la piste pratiquement sans indice et qui l'ont suivi dans une ville et des circonstances difficiles, qui n'ont jamais abandonné, qui ont cherché et cherché et qui finalement, très heureusement pour moi, m'ont trouvé où j'étais et m'en ont fait sortir vivant. Et enfin, par-dessus tout, je voudrais dire combien il est bon d'être de retour en Angleterre. BBC Television News, une question, M. Cross. En termes généraux, quelle doit être, à votre avis, la politique des gouvernements dans le cas de kidnapping politique? Est-ce qu'ils doivent rejeter les exigences des ravisseurs, comme dans votre cas, ou est-ce qu'ils doivent mettre la sûreté de la victime au-dessous de toute autre considération? Je n'ai guère pensé à autre chose, répond M. Cross, pendant 60 jours, et je n'en sais pas plus aujourd'hui que quand j'ai commencé à y réfléchir. Vous devez quand même avoir un avis. Oui, mais quelle est la réponse? La meilleure réponse possible est celle à laquelle on est arrivé, c'est-à-dire que la police a cerné la maison et par conséquent, les ravisseurs m'ont laissé sortir, m'ont laissé partir vivants en échange de leur propre vie sauve. Je n'aperçois pas d'autre garantie à laquelle on puisse arriver. Si on avait laissé partir ces types-là à Cuba, quelle garantie aurait-on eu que moi j'en sorte ensuite? Vous comprenez, c'est là le dilemme interminable. Je suis trop proche de cette situation maintenant pour donner un jugement raisonné. Je n'en sais rien. Je le regrette.
Question des nouvelles de la BBC. Est-ce que vous avez établi une sorte de relation personnelle avec vos ravisseurs, M. Cross? Eh bien, en un sens général, oui. La difficulté, c'est que je ne leur ai jamais parlé face à face. Je n'ai jamais vu leur visage. Et parfois, je trouvais difficile de distinguer à qui je parlais exactement. Si vous parlez à quelqu'un dans une langue étrangère, quelqu'un qui est derrière vous, c'est vraiment très difficile. Vous n'êtes jamais tout à fait sûr d'identifier la personne à laquelle vous parlez. De sorte que bien que j'ai établi, je crois, des relations de travail, si vous voulez, avec eux, qui étaient assez courtoises, nous nous appelions monsieur, nous parlions tout à fait courtoisement, il n'y a jamais eu de relation personnelle quand même avec quelque personne que ce soit. Autre question. Au moment où vous avez entendu parler de la mort de M. Laporte, oui, je dis bien, M. Laporte, c'est bien son nom, n'est-ce pas? Oui, M. Laporte. Au moment où vous avez entendu parler de sa mort, est-ce que vous avez craint particulièrement pour votre propre vie à ce moment-là? Est-ce que vos ravisseurs en ont parlé? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient peut-être vous tuer? Non, pas plus qu'à d'autres moments, mais comme je dis, ma propre mort a été annoncée en même temps à la télévision. Et ce que je craignais, c'était la réaction de ma femme au moment où il entendrait la nouvelle de ma mort. Mais j'étais là dans une chambre, dans le coin droit, je faisais face au poste de télévision avec une sorte de cagoule comme ceci, de sorte que ma vision était limitée à peu près à cet angle, ce quadrant devant moi. Les ravisseurs étaient toujours derrière moi. Toutes les fois qu'il fallait que je me lève pour aller à la salle de bain, je leur demandais leur permission et alors je baissais la cagoule sur mon visage de sorte que mon visage était complètement couvert et on me conduisait par la main jusqu'à la salle de bain. Lorsque je voulais me laver, prendre une douche, on me permettait d'enlever la cagoule, mais le garde restait avec moi dans la salle de bain et lui, il portait un masque avec des trous aux yeux. De sorte que je n'ai jamais vu leur visage pendant la période, enfin jusqu'au moment où, à 2 heures environ, jeudi matin, ils ont enlevé les masques, si vous voulez, ils ont tombé le masque, ils m'ont permis d'enlever ma cagoule et le jeu était fini, enfin en voie d'être fini, et nous avons parlé ensemble pendant les quelques heures qui ont suivi. Morrison de la Canadian Press, il y a un élément très important au sujet de ces ravisseurs, bien que vous ne les ayez pas vus, vous avez entendu leur conversation entre eux, n'est-ce pas? Alors on s'est demandé s'il y avait des relations entre cette cellule et les autres cellules. Quelle est votre réaction personnelle? Qu'est-ce que vous avez conclu quant à vous au sujet des cellules? Il y a eu des communications, répond M. Cross, pendant la semaine où M. Laporte et moi étions détenus. Il y a eu des communications entre cette cellule-là et celle qui détenait la porte, parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient entendu il y avait des nouvelles de la cellule qui détenait la porte. Question de la United Press. Comment la cellule qui vous détenait a-t-elle réagi à la nouvelle de la mort de M. Laporte? Réponse, ils ont été extrêmement surpris et très contents. À mon avis, ils ne savaient pas que ça allait se produire. Vous dites qu'ils étaient très contents? Oui. Non, excusez-moi, j'ai peut-être mal compris. J'ai pensé que vous disiez l'enlèvement. Excusez-moi. Alors, j'annule cette réponse et je recommence. Mon impression, et ce n'est qu'une impression, c'est qu'ils savaient, qu'ils connaissaient la mort de Laporte au moment où la nouvelle a été annoncée à 12h30. Je ne peux donner qu'une impression ici, je n'aurais rien dit à ce moment-là, ils ne m'ont rien dit. Autre question, vers la fin de la période d'ennui qui s'allongeait. Est-ce que vous avez fait des plans? Est-ce que vous avez réfléchi à des moyens de vous échapper, de vous évader? Bien, j'ai pensé à l'évasion tous les jours dans ce genre de situation, vous savez. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais à chaque fois, je suis arrivé à la conclusion que les chances étaient contre moi et que les conséquences d'une évasion seraient que ou bien je serais tué en essayant de m'évader, ou bien que je serais ensuite enfermé dans un espace restreint, de sorte que la vie aurait été impossible. Ils avaient tous les moyens de me rendre la vie impossible. Ils avaient des chaînes qui étaient vissées dans le plancher, auxquelles ils pouvaient m'enchaîner. Ils avaient des masques, ils avaient des cordes, ils avaient des bâillons à me mettre à la bouche. Et je n'aurais pas pu continuer à vivre comme ça. N'oubliez pas que je n'ai jamais su ce qu'il y avait en dehors de la chambre où j'étais et de la salle de bain. Je ne sais absolument pas combien de personnes étaient en dehors de cette chambre. Je n'ai aucune idée s'il fallait tourner à droite ou à gauche lorsque je sortais. Et à chaque fois, chaque jour, j'ai décidé de tenir et que les chances étaient bien meilleures si je restais en vie encore 24 heures. Une question du Toronto Star. Vous avez écrit dans une lettre, je crois, qui a été publiée, que
vous avez probablement été mieux traité que les détenus du FLQ, les prisonniers membres du FLQ. Pourquoi êtes-vous de cet avis? Qu'est-ce que vous pensiez qu'il arrivait aux prisonniers FLQ? Bien, vous savez, vraiment, c'est le genre d'attitude stupide que la presse a pris constamment. Est-ce que vous pensez vraiment que ces lettres ne m'ont pas été dictées par le FLQ? Je me suis vraiment fâché beaucoup lorsque l'on suggérait que c'était peut-être là mes idées que j'exprimais. Ce que je veux dire, bien sûr, ce n'était pas mes idées. Vous ne pensez pas que le FLQ m'aurait permis d'écrire ce que je voulais, quand même? Je veux dire, vous savez, j'avais confiance que les gens avaient quand même une certaine intelligence dans le monde au dehors. Mais mon Dieu, j'étais encore moins en communication que je pensais. Bien sûr, les lettres à ma femme, elles personnelles, ils m'ont permis de les écrire. Mais ils ont changé souvent la rédaction, ils ont changé les mots parce qu'ils avaient peur des codes. Toutes les autres lettres, les communiqués, les lettres officielles, m'ont été dictées par eux. J'avais pensé que c'était évident, non? Maintenant, pour les fautes d'orthographe, il y en a une qui m'avait échappé, questioned, avec 2 N. Vous savez, l'emploi du double N en anglais est difficile. Et essayez un jour particulièrement après avoir été 40 jours en prison. Prisonnier, prisonneuse, de toute évidence, c'était copié du français où il y a 2 N. J'ai remarqué ça et j'ai décidé de le laisser simplement pour convaincre les gens, comme notre ami ici, pour les convaincre que je n'écrivais pas de mon propre gré. Ce que je n'ai pas cherché, malheureusement, c'est qu'ensuite toute la presse a commencé à essayer de dire à mes ravisseurs ce que moi j'essayais de faire. Et si je peux dire un mot ici, j'ai les idées très arrêtées là-dessus. On a parlé beaucoup de la responsabilité du journalisme, mais les gens ont des responsabilités vis-à-vis de celui qui a été enlevé, du prisonnier. C'est l'homme le plus isolé du monde. Et la spéculation sur ce qu'il essaye de faire peut lui coûter la vie. J'ai eu 3 ou 4 jours très durs après cela. Non pas physiquement dur, mais dur en ce sens que pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment d'hostilité personnelle vis-à-vis de moi, de la part de mes ravisseurs, parce qu'ils pensaient que j'avais essayé de leur jouer un tour par cette lettre. Excusez-moi, mais j'avais ça sur le cœur et il fallait que je m'en soulage. Monsieur Cross, vous avez dit que vous étiez entendu assez bien, mais qu'il y avait de l'animosité vis-à-vis d'une des femmes. Oui, une des femmes a été vraiment très déplaisante. De quelle façon? Bien, en ceci qu'elle m'empêchait de faire de petites choses. Elle m'empêchait de me raser, par exemple. Elle était toujours en train de se plaindre que je tournais la tête un peu trop. C'était un des graves problèmes. Quelqu'un me parlait, par exemple, de derrière. Il me parlait souvent de derrière. Il me montrait des journaux, il me posait des questions. Et c'était une terrible tentation de tourner la tête et de regarder qui vous parlait en arrière. Mais ça, je n'étais pas autorisé à le faire. Et elle disait toujours, elle, que je tournais un peu trop la tête ou que je n'avais pas mon masque, ma cagoule. Vers la fin, je crois qu'elle était très, très nerveuse elle-même parce qu'elle était vraiment très engagée dans cette affaire. Il y avait son mari et son frère qui étaient dans l'affaire. Alors elle était très engagée émotionnellement dans toute cette affaire et je crois qu'elle était très nerveuse. C'était Madame Cassette-Trudel. Est-ce que ces photos de vous que nous avons prises étaient des photos véritables? Vous étiez assis sur une caisse et vous jouiez aux cartes. Bien, elles étaient véritables, mais naturellement, elles ont été prises sans flash et bien sûr, elles étaient assez mauvaises comme qualité de photographie. Mais, enfin, c'était monté, bien sûr, et ils m'ont fait m'asseoir sur une caisse. Ce n'était pas une caisse de dynamite, c'était une caisse ordinaire. Mais ils ont pris plus tard des photos de moi qui n'ont pas été communiquées à l'extérieur, où on tenait derrière moi, derrière mes épaules, des bâtons de dynamite, mais je crois qu'ils ne les ont jamais publiés. Si un jour vous rencontriez vos ravisseurs d'une façon ou d'une autre, en particulier cette femme qui n'était pas très aimable, qu'est-ce que vous leur diriez? J'appellerai la police tout de suite. Avec le refus des autorités canadiennes de négocier avec vos ravisseurs, au fond de vous-même. J'ai dit que je ne peux pas, ce n'est pas possible pour moi de décider, parce que je ne sais pas si les ravisseurs ont eu l'intention de me libérer si les conditions étaient acceptées. Ce n'est pas possible.
Des progrès en français pendant votre captivité? Le progrès en compréhension, parce que j'ai vu, je crois, 164 films en français. Radio-Canada. Je voudrais vous faire répéter en français une réponse que vous avez déjà donnée en anglais, puisque c'est un public différent. Qu'avez-vous pensé du rôle de la presse dans cette affaire? C'est très difficile pour moi, comme j'ai dit, j'ai eu certains problèmes avec la presse et leurs commentaires sur la communiqué le 15 novembre, mais à part de ça, je n'ai aucun commentaire à faire, je crois. La presse a fait ça. Vos sentiments maintenant à l'endroit du Canada et de Montréal, est-ce que vous y retournerez un jour? Un jour, je ne peux pas retourner comme délégué commercial, je crois. Je crois que c'est très difficile. Ça sera impossible pour ma femme, je crois. Mais j'ai passé beaucoup de temps au Canada, peut-être 7 ou 8 ans. Nous avons beaucoup d'amis au Canada, ou français ou anglais, et j'espère que notre amitié restera dans l'avenir. Quels sont vos vues sur l'avenir de ce pays? C'est votre problème, pas moi. Comme à la télévision française, oui. Puis-je vous demander de nous redire en français maintenant quels ont été les moments les plus intenses de votre expérience, si je puis dire? La nuit la plus difficile, c'était la nuit de je ne peux pas dire la mort de Pierre Laporte, mais la nuit quand son corps était découvert et quand la télévision a dit que j'étais mort et que la police était en train de retrouver mon corps. Et j'ai connu que peut-être ma femme regardait la télévision, et c'était pour moi le temps le plus difficile et le plus terrible que j'ai jamais. Voilà, en somme, ce sont les révélations que devait faire M. Cross entourant sa détention et son enlèvement. Vous aurez remarqué qu'il n'a pas perdu son sens de l'humour ni son flegme. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.